Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Dans la série des histoires marseillaises, il était évident qu'un jour j'allais parler de l'Alcazar. C'est pour ça qu'on va voir ensemble quelques extraits d'une série d'articles qu'avait consacré le magazine V à la sortie de la Seconde Guerre mondiale en 1950, lors de la réouverture du music-hall, qui fut un temps devenu un cinéma, avant de disparaître finalement totalement quelques années plus tard et devenir, comme on le sait maintenant pour les plus jeunes Marseillais, la bibliothèque municipale à vocation régionale. Donc voici ces quelques extraits donc, de la série d'articles du magazine V sous la plume de Jean Basal. Jean Basal écrit « C'est un nom de citadelle. Il appartient au bastion numéro 1 du music-hall. L'Alcazar de Marseille fait figure de monument historique. Il servit de banc d'essai à toutes les vedettes, de Max Derly à Maurice Chevalier, de Rému à Tino Rossi. Si l'on se penche sur son livre d'or, on a un éblouissement. Ça brille de 1001 étoiles. On en a plein les yeux, comme dans un rêve. Les oreilles bourdonnent de la musique céleste des 1001 refrains illustres qui consacrèrent le nom des plus grands amuseurs du demi-siècle. Du coup, la façade sans joie de l'Alcazar s'illumine. Entrons, prenons nos billets. Il n'y a qu'à pénétrer dans un passé prestigieux. À tout seigneur, tout honneur, et oui, rien de plus officiel, nous remettons ça. Voici le cadeau que nous offrons aux Marseillais à l'aube de ce demi-siècle. C'est monsieur F.P. Franck, directeur général de l'Alcazar, qui d'un air béat fait cette déclaration 2 jours avant Noël. Franck, 73 ans, est le doyen des directeurs du music-hall. Il connaît son métier, c'est lui qui a montré la voie à Varna, à Dufresne, à Razimi, à Derval et à Mitty Kolding et à tous les grands du music-hall. Il fume son cigare. On dirait que c'est le même depuis 50 ans. À Marseille, les cigares du père Franck sont aussi célèbres que les cigares de M. Churchill à Londres. On en a raconté sur Franck. On a dit qu'il avait lancé Maurice Chevalier, c'est vrai. On a dit qu'il avait lancé Rému, c'est vrai. On a dit qu'il avait lancé Mayol, Groc, Raquel, Meller, Berval, Fernandel, Tino Rossi, etc. On en a beaucoup parlé. À Marseille, on a la langue déliée. On a dit qu'il avait lancé Yves Montand, ça c'est faux. Yves Montand a été découvert à la Cabucelle par l'impresario Émile Audifred et par le marchand de berlingot Francis T. F.P. Franck est un pseudonyme. À Marseille, tout le monde sait bien que le directeur de l'Alcazar s'appelle en réalité Exposito et qu'il est d'origine napolitaine. Le père Franck a toujours de l'humour. Le mois dernier, un journaliste de Paris venu l'interviewer, il déclarait sans sourciller « Je suis belge, cher monsieur, belge 100%. » Et dans le dos du reporter, il a fait un geste très méditerranéen, mais intraduisible en français convenable. Une ancienne vedette de l'Alcazar, Fortuné Aîné, 77 ans, a fait la connaissance de Franck le 3 mai 1898. C'est lui qui nous avait précisé. Je devais auditionner ce jour-là en matinée. La salle était houleuse et je n'étais qu'à moitié rassuré. Dans les coulisses de l'Alcazar, même les professionnels du spectacle avaient le trac. Pauvre de moi, un noyau d'olive ne serait pas entré où vous pensez. Je venais de décrocher le premier prix de peinture de l'école de Beaux-Arts, mais je ne vivais que pour le music-hall. Un homme s'approche de moi, traînant une chaise au dossier de laquelle un écriteau était accroché. Sur le écriteau, en lettres énormes, un seul mot, audition. C'est à toi, Pichoun, me dit l'homme. Tiens-toi à carreau, car ils sont méchants aujourd'hui. On vient de vider la gommeuse et le chanteur aboie. Sur ces mots, il entre en scène et dépose la chaise près du trou du souffleur, face au public. Aussitôt, j'entends un vacarme épouvantable dans la salle. Audition, audition, faites sortir le taureau, tuez-le, tue-le, escagasse-le, etc. L'orchestre attaque ma ritournelle. J'entre à mon tour, plus mort que vif. Je chante 1, 2, puis oh, bonne mère, 3 chansons. J'étais fou de joie, et les applaudissements crépitèrent encore 2 minutes après ma sortie. Alors l'homme a repris, toujours aussi paisiblement la chaise demeurée sur le plateau, et il m'a dit en frappant amicalement sur l'épaule. Tu t'en es bien tiré, fiston. Va au bureau maintenant, tu débutes à l'Alcazar la semaine prochaine. Un beau cachet, tu sais, 100 sous par jour. Je l'aurais embrassé, le bonhomme, à la chaise. J'ai su plus tard qu'il s'appelait Exposito, et qu'il était employé à la machinerie du théâtre. Non, Franck n'a jamais été garçon de bar. 1er septembre 1931, date fatidique.
Franck transmet ses pouvoirs à Milliard, dictateur des cinémas marseillais, la mort dans l'âme. En effet, le vieux musical du cours Belzunce, avec un S et non un Z, comme l'orthographie toujours à tort, mange tout ce qu'il veut. La cause, la vogue sans cesse croissante du film parlant qui porte de furieux coups de butoir à la frêle chanson populaire. L'ancêtre des théâtres marseillais converti en cinéma populaire. Quel drame! Construit en 1852 et toujours solide comme les roches de la Corniche, il offre ses 1600 places, son poulailler célèbre et son promenoir où l'aventure galante jaillissait dans l'ombre des amateurs de western. Ce sont alors des années sombres et tristes. La fosse d'orchestre demeure vide de musiciens et sur la scène qui foulèrent autrefois Mayol et Maurice Chevalier, l'écran bordé de deuil dispense aux spectateurs les espoirs de cow-boy, les pitreries de Laurel et Hardy et les œillades langoureuses de Marlène Dietrich. L'Alcazar de Marseille était devenu un cinéma, à part de très rares galas de bienfaisance qui rallumaient pour un soir seulement la rampe de la scène et les feux des projecteurs. L'immense nef sacrifiée à la cause du 7e art ne connaissait plus l'enthousiasme de la foule, les rappels du public et les coups de sifflet de la belle époque. Mais Franck est têtu. Il sait que son heure viendra tôt ou tard. Les années s'écoulent, et tout à coup, jugeant le moment propice, il contre-attaque victorieusement. L'Alcazar, hanté par les Nord-Africains des ruelles de la Porte d'Aix, ne connaît plus la faveur du public. Les Marseillais le contemplent d'un petit air de mépris, et, à son tour, Milliard mange tout ce qu'il veut. Le vieux général du music-hall va prendre sa revanche sur le dictateur du cinéma. La nouvelle éclate comme un coup de tonnerre. L'Alcazar, reprenant son ancienne formule, redevient le music-hall de jadis. Les murs de Marseille sont couverts d'affiches quadruples colombiers annonçant l'événement. 1er janvier 1950. Au contrôle, Robert Trébor se frotte les mains. 2 millions de recettes en 7 jours. Allons, ce n'est pas si mal que ça pour une réouverture. Les vieux Marseillais sont debout, à droite du promenoir. Il en a toujours été ainsi, c'est une coutume vieille de 50 ans. Les connaisseurs, les purs, ne prennent jamais un fauteuil d'orchestre ou un fauteuil de balcon. À petits pas, ils vont, sans bruit, d'un groupe à l'autre, et la critique s'exerce, impitoyable, à la moindre défaillance de l'artiste, au plus petit défaut de mise en scène. C'est une opérette marseillaise qui a été choisie comme de juste pour la réouverture de l'Alcazar. Le pensionnat en folie, une joyeuse galéjade de René Sarville, mise en musique par Henri Martinet. Henri Boyer, 30 ans d'Alcazar, le vétéran après Franck, auquel tant de vedettes d'hier et d'aujourd'hui doivent ces jeux de lumière savants dont le musical moderne ne se soucie pas beaucoup. Un sourire radieux éclaire son visage raviné. Il vient de retrouver sa véritable raison de vivre et, en nous rejoignant, il écarte au passage d'un coup de pied dédaigneux les boîtes plates où s'enroule la pellicule inutilisée. Fini le spectacle en conserve. Depuis longtemps, Marseille, deuxième ville de France, n'avait plus de music-hall. Les Marseillais s'indignaient et les étrangers en étaient réduits à payer 2000 francs une bouteille de champagne pour écouter 4 chansons dans un cabaret à la mode. En 2 longues enjambées, il a quitté le plateau. Sa main osseuse ouvre la porte de la loge numéro 3. Tenez, c'est ici. Oui, c'est ici que Maurice Chevalier s'est maquillé. Il y a encore son haut tabouret, acheté spécialement pour lui à cause de la longueur de ses jambes, et dans un coin, le large fauteuil de cuir dans lequel Raquel Miller se faisait toute petite pour recevoir ses admirateurs. Maurice Chevalier, mais c'est à l'Alcazar de Marseille qu'il a reçu le véritable consécration officielle du public. Jadis, quand on avait lancé ces 2 salades sur cette scène, on pouvait prétendre chanter dans les plus grands établissements d'Europe. Maurice Chevalier a été pensionnaire de l'Alcazar à plusieurs reprises. La première fois, il portait un drôle de petit chapeau rond et un maillot rayé de trimardeur. C'est vieux, c'est loin. Le patron lui criait des coulisses « Vas-y petit, tu les tiens !» Il est revenu plus tard, mais cette fois en smoking, avec un canotier et Yvonne Vallée. Il était déjà célèbre. On disait de lui « Il a la valeur, il a la vallée ». Fini l'histoire des 100 sous par représentation. Il prenait du pognon comme gros le bras, et comme le public lui réclamait le soir de ses débuts de nouvelles chansons, il est rentré ici dans cette loge en disant « Eh merde, je ne chante plus ». Alors il y a eu un vacarme épouvantable dans la salle. Ça venait une véritable émeute. Il avait été obligé de revenir sur scène à moitié démaquillé et en peignoir. Il comprenait soudain que ce n'était plus de la rigolade et que ça pouvait aussi terminer très mal, car les habitués de l'Alcazar avaient le champ chaud, vous savez. Il a voulu pousser une pour se racheter, mais c'était trop tard. Au fauteuil d'orchestre, les gens avaient fichu le feu à des petits tas de programmes et des objets pleuvaient des galeries.
L'orchestre ne parvenait pas à couvrir la tempête. Les chevaliers est reparti pendant qu'on baissait bien rapidement le rideau. À la sortie des artistes, des enragés l'ont attendu longtemps, en vain. Ils voulaient lui donner une raclée. Alors il a compris le lendemain, il a donné sans faire prier tout ce qu'il avait dans le ventre, et le public a été content. Le tabouret de Maurice Vallier, l'inscription de Charlie Chaplin, le fauteuil de cuir fauve de Raquel Meller. Franck a raison quand il dit l'œil attendri, l'Alcazar est un music-hall. Non, un musée. Un jour, Mayol monte une superbe revue locale et l'engage. Mais Sardou, s'il est un grand artiste, n'a jamais pu se plier entièrement à la discipline des coulisses. Il arrive toujours en retard, juste au moment d'entrer en scène, au grand émoi de ses camarades. Si bien qu'un soir, le bon Mayol, décidé à sévir, lui dit de cette voix douce, un tantinet féminine, qui avait fait son succès, « Sardou, si demain tu es encore en retard, je te préviens que je te mets à l'amende. » Alors Sardou, avec un geste très expressif, qui stupéfia tout le monde, « Eh bien Félix, si tu me mets à l'amende, moi je te mets à l'amendon. » Devant le tap, les girls dansent. Elles montrent leurs cuisses avec la certitude qu'elles sont bien faites. Quelqu'un me tape sur le bras. C'est Maurice Rouquier, l'ancien régisseur de l'Alcazar. Il est au promenoir lui aussi. S'il le voulait, il pourrait écrire plusieurs volumes d'anecdotes sur le vieux music-hall. C'est l'encyclopédie vivante de l'Alcazar. Pas mal c'est petit, hein? Mais si vous aviez vu en 1913 la délicieuse Mademoiselle Teschi exhiber devant le public ses jambes nues jusqu'à hauteur du genou, c'était très hardi pour l'époque. Songez que j'ai débuté ici comme gaziste, un peu avant 1900. Que de becs à allumer et à éteindre. La directrice s'appelait alors Madame Léon II. Elle possédait aussi le surc démontable de la plaine Saint-Michel et les bains de mer des Catalans. Savez-vous qu'on se battait alors à coups de tomates d'une calerie à l'autre à cause simplement d'une divergence d'opinion? Bien entendu, c'était les fauteuils d'orchestre qui trinquaient au passage. À la fin de la représentation, les gens partaient le gibus taché, cabossé, le col de travers, mais le front serein, car ils venaient de passer une excellente soirée. Venez, dit Marius Rouquier, je vais vous montrer l'endroit où Fréhel a manqué casser la gueule à un journaliste, car elle prenait des cuites monsieur, des cuites formidables. Une histoire en 2 mots. C'était en 1929. Fréhel devait débuter à l'Alcazar. On l'annonce donc à grand renfort d'affiches et de prospectus. Nous remettons à un journal local le cliché que la grande réaliste nous avait adressé de Paris. Un cliché magnifique représentant Fréhel resserrant sur son cœur un superbe loulou de Poméranie. Mais le zinc était sans doute trop grand, et au moment de la mise en page, on a jugé bon de lui donner un coup de scie. Résultat, la photo de Fréhel paraît le lendemain amputée du loulou de Poméranie, dont on ne voit que le bout de la queue. Fréhel arrive à Marseille, voit le journal et pique une terrible crise de nerfs. Elle n'était pas commode, vous savez. Le soir de ses débuts, alors qu'elle se maquillait dans sa loge, un reporter du journal en question est venu pour l'interviewer. Une bien malencontreuse idée. Elle reçut en ces termes. « C'est vous qui appartenez à ce journal de... Espèce de vache, pourquoi avez-vous coupé mon kleps en 2? Non mais de quel droit? Tenez, foutez-moi le camp et en vitesse. » Elle était si menaçante que le reporter s'enfuit des coulisses sans insister davantage. C'était un jeune débutant, il était désorienté et il fallait voir avec quelle harnchure il serrait son bloc-notes inutile contre sa poitrine. Fréhel, en robe de scène, lui a couru après. Il a cru tout d'abord qu'elle voulait le frapper, mais ce n'était pas ça. Fréhel, bonne fille, avait déjà des remords. Elle l'a pris par un bras et gentiment. « Ne m'en veuillez pas, je suis un peu nerveuse. »« Mais aussi, pourquoi donc avez-vous coupé mon toutou en 2 ? Venez, on va boire un coup ensemble et je vous dirai tout ce que vous voudrez pour votre canard à la manque. » L'Alcazar de Marseille, plaque tournante et de vedettes. Marcel et Fernand Contandin y ont joué leur premier sketch comique. Et personne ne se doutait, en voyant les 2 gamins affublés de chapeaux hauts de forme défraîchie et de fracs trop longs loués chez Barabine, le costumier de la rue des Picpus, que l'un d'eux deviendrait plus tard Fernandel. Mais contrairement à ce qui a été écrit tout récemment dans la presse, Fernandel n'a jamais été lancé par Franck. C'est Dalbré, le chanteur populaire, qui est à l'origine de ses débuts. Rendons en passant à César ce qui lui appartient, car Dalbré fut aussi un empereur de la chanson. Quand il apparaissait autrefois sur la scène de l'Alcazar, Amor n'avait qu'à ouvrir la bouche pour que les rires spontanés fusent aussitôt. C'était le comique burlesque dont on acceptait tout, avec des trouvailles inattendues pittoresques. C'est à lui que Mustafa Kemal, alors président de la jeune République turque, dit un soir à l'issue d'une représentation à Ankara, « Monsieur Amor,
Celui qui, comme vous, nous a fait oublier un instant les soucis du gouvernement a grandement mérité de notre reconnaissance. L'histoire des débuts d'Amor à l'Alcazar est courte mais beaucoup émouvante dans sa simplicité. C'était en 1904, Amor, qui habitait Aix-en-Provence à cette époque, reçoit avec la joie qu'on devine son premier contrat pour le Grand Music Hall de Marseille. Il lui faut partir le jour même, mais il lui faut surtout les 21 sous indispensables pour le train, et il n'en a que 10. Il déambule mélancolique par les rues et trouve dans le ruisseau une mignonne petite grenouille verte qu'il ramasse machinalement. Juste à ce moment, une dame passe tenant un enfant par la main. « Oh maman !» s'écrie le gamin, « la jolie grenouille !»« Je la veux, maman, achète-la au monsieur. » Pour avoir la paix, la dame demande à Amor, « Combien en voulez-vous » ? 11 sous. C'est ainsi qu'il put signer son premier contrat à l'Alcazar, 35 francs pour 7 jours. Aussi, près d'un demi-siècle, les grandes lithographies d'Amor portent-elles en souvenir une minuscule grenouille verte, étrange fétiche dont bien peu de gens connaissent l'origine. Le public a repris l'habitude du chemin de l'Alcazar, et comme autrefois, Léon, jugeant le moment opportun, a repris également son ancien métier. Léon, Boule, c'est le vieux vendeur de tickets, celui qui, à la belle époque, la faisait à l'estomac, aux clients en quête d'une place. « Combien de places, mon collègue ? Il n'y a plus rien en location pour la matinée, mais avec 50 balles de plus, je peux te refiler un fauteuil au premier rang. Et puis tu sais, tu verras un spectacle de coquins de sort. Ces petites, elles sont complètement nues, même pas un cache-sexe. Et Gironde !» Le petit commerce de Léon redevint presque aussi florissant qu'à la grande époque. « Alors Léon, ça va ?» Il hausse les épaules, souriant. « Je vous le dirai à l'heure du pastis. Inutile de faire la queue pour louer puisque j'ai vu ce qu'il vous faut dans ma poche. Venez ma petite belle, que je vous le donne ce billet. » Jadis ils étaient 3 rabatteurs, pareil à Léon, devant l'Alcazar. Mais depuis l'avènement du cinéma parlant, Zé est à l'opéra et Titin hante les parages du gymnase. Dans ce métier, disait Georgel, il n'y a que 2 solutions, percer ou crever. Henri Alibert a percé. Destinée étrange et merveilleuse que celle de ce gamin né dans une grange par une belle nuit tout parfumé de l'odeur des lavandes fraîchement coupées, de ce fils d'humble travailleur qui devait cependant devenir plus tard l'un de nos artistes les plus aimés. Alibert n'est pas natif de Marseille ni d'Avignon, il est presque du Nord. Il est né à l'Oriole du Comtat, Vaucluse, il y a 62 ans. Comme Fernandel et beaucoup d'autres, il a fait plusieurs métiers avant de trouver sa véritable vocation. Il fut pâtissier puis garçon de café. Pendant la semaine, vêtu du rondin traditionnel, il servait les consommateurs. Le dimanche, il épinglait au dit rondin de basque de lustrine. Avec ça, il pouvait faire son tour de champ. Trop pauvre pour en acheter, il se taillait des paires de manchettes dans des feuilles de carton blanc. 1914, Alibert est mobilisé au 3e de ligne de Digne. Ça durera 4 ans. Son plus long contrat. La grande tourmente passée, il revient à Marseille. 1919, Zou, le voici à son tour au banc d'essai de l'Alcazar. Le 25 septembre 1923, toujours l'Alcazar, mais cette fois en grande vedette aux côtés d'Esther Lequin. Le programme mentionne le fantaisiste à la mode dans son répertoire choisi. C'est gagné, le tremplin du Corbelzons, encore un coup à lancer un nouvel artiste. Alibert monte à la conquête de Paris. Un jour, F.P. Prank engage à grands frais Saint-Granier, alors à l'apogée de sa popularité, mais que le public marseillais n'avait encore jamais applaudi. Saint-Granier venait d'écrire l'adaptation française de Ramona et de créer cette chanson. Saint-Granier, idole des Parisiens, arrive donc à Marseille, précédé d'une publicité du tonnerre de sort. Jamais on n'avait vu sur les murs de la ville autant d'affiches et de proportions aussi impressionnantes. Le soir des débuts, ce fut une autre histoire. Les spectateurs de l'Alcazar boudaient et les applaudissements étaient rares, réticents. Saint-Granier n'avait pas plu, c'était fini. Inutile d'insister, il pouvait boucler ses valises et repartir. Franck comprit. Le lendemain, la presse annonçait que le chanteur, sérieusement grippé, était dans l'obligation d'interrompre, bien malgré lui, le cycle de ses représentations. Nom de Dieu, il me faut cependant quelqu'un pour remplacer Saint-Granier. Le temps pressait, mais malheureusement, il n'y avait aucun artiste en renom à Marseille capable d'assumer cette lourde tâche. Franck se souvint alors du comique à la queue de morue et à la perruque rousse. Le soir même, les affiches de Tony French recouvrirent celles de Saint-Granier. Un peu frissonnant de cette gloire soudaine et de sa responsabilité, ce presque débutant se paya quand même le luxe de chanter ses 10 chansons devant un public en délire et fut sacré grande vedette.
C'est au début de l'année 1933 que P.A. Delorme, qui présidait alors aux destinées du poste de radiodiffusion de Marseille-Provence, dit un jour à Robert Trébord: « Mon cher, j'ai découvert un jeune chanteur vraiment remarquable, il n'a pas une voix comme les autres, tu devrais t'y intéresser. » Robert Trébord avait déjà entendu parler d'un certain Tino Rossi, qui se produisait dans les concerts d'Aix-en-Provence où il habitait, avec l'aide d'un ami répondant au sobriquet de Petit Louis. Il le fit auditionner et le trouva parfait. C'est ainsi que Tino Rossi débuta à l'Alcazar de Marseille, sans guitare, le 3 mars 1933 en matinée, fort modestement d'ailleurs, un numéro 2 de la seconde partie du programme. Le contrat stipulait établissement Alcazar, engagement de M. Tino Rossi en qualité de ténorino, début le 3 mars 1933 en matinée, durée de l'engagement 7 jours, 14 représentations, prix 500 francs pour la semaine. Honoraire 50 francs dû à M. Robert Trébord. Le lendemain de début de Tino Rossi à l'Alcazar, le petit Marseillais parlait de lui en ces termes au cours du compte-rendu, dont Esther Lequin et Jean-Flore avaient la plus grande part. Quelle voix esquisse que celle du ténorino Tino Rossi, c'est un enchantement que de l'entendre. L'Alcazar, banc d'essai des vedettes, c'est sur ce banc que le créateur de Marinella a fait ses classes. Un hebdomadaire local, Artistica, organisait chaque année un grand concours de chant dont les finales se déroulaient à l'Alcazar. Il faut avoir assisté à ces séances pour se faire une image exacte de la férocité d'une partie du public marseillais. On jetait des poignées dessous, on hurlait, on menaçait de tout casser. « Au chômage !» criaient les galeries. Et la poulaille répétait avec un ensemble parfait: « Sortez-le, sortez-le !» Un soir, Reda Kerr, après s'être narquoisement incliné, ne fit que traverser la scène pour disparaître immédiatement de l'autre côté des coulisses. Il avait bien compris qu'il lui serait impossible de chanter. Le régisseur du concours, incapable de se faire entendre au milieu du vacarme inouï, se dandinait en levant un regard implorant vers les galeries d'où fusaient les imprécations les plus inattendues. « Croque-mort, fada, pourri, tronche d'ail, favouille !» Le régisseur au poteau. Le samedi 28 janvier 1928 est une date inoubliable pour les vieux Marseillais. C'est ce jour-là, en effet, qu'était donnée à l'Alcazar la représentation de retraite, après 45 ans de concert, de Mercadier, sous la présidence d'honneur de F.P. Prank et le concours de la presse marseillaise. Le glorieux chanteur, alors âgé de 70 ans, dont la voix incomparable avait enchanté les foules pendant un demi-siècle, se trouvait, comme la majeure partie des artistes, quand ils sont au seuil de la vieillesse, dans un dénuement presque complet. Mais le public n'est pas toujours ingrat. Il sait se souvenir de ses idoles. Les spectateurs avaient répondu si nombreux à l'appel des organisateurs que des centaines de personnes ne purent pénétrer, même à prix d'or, dans l'enceinte du théâtre. Alors on vit une chose très émouvante. Les gens qui ne pouvaient assister à la représentation et que le service d'ordre refoulait, sur le cours Belzunce, prirent l'Alcazar d'assaut. Non pas pour resquiller, mais afin de déposer à la caisse leur dette de reconnaissance. Pour Mercadier, pour Mercadier. Dans les coulisses, Mercadier, assis près d'un portant, écoutait l'œil atone les clameurs sans fin qui montaient de la salle et le réclamaient. Alors Saint-Léon entra sur le plateau, et plus ému que le soir de ses débuts prononçant cette phrase: « Mesdames, messieurs, j'ai le très grand honneur de vous présenter Mercadier. » Le vieux chanteur, secoué par un frémissement soudain, sortit de son apathie. Lissant d'une main ferme sa chevelure de neige, il entra en scène, et une dernière fois, le public suspendu à ses lèvres put entendre cette voix unique, dûment volée par les ans, toujours pleine de charme et de douceur. 6 mois plus tard, Mercadier mourait à Paris. L'Alcazar renaît, le destin capricieux et implacable a déjà exigé en compensation une rançon, la disparition du bar du Bir. Au vieux comptoir de Zinterny, Maurice Chevalier et Dranem se sont accoudés à l'heure sacrée du pastis. Fernandel a joué à la belote pendant des années sur cette table où Marcel, son frère, et le comique Bariel comptent mélancoliquement leurs points. Dans quelques jours, le bar du Bir, qui vibra d'une si bruyante animation au beau jour de la belle époque, ne connaîtra que l'entassement dérisoire des chambres à coucher en palissandre et des salles à manger en chêne verni. La grille de fer a été tirée la semaine dernière sur tout ce qui se passait brillant. Mais l'Alcazar, lui, n'a pas désarmé. Voilà, ainsi se terminent ces extraits de ces articles de 1950 sur la renaissance de l'Alcazar, renaissance éphémère. Et je pensais que c'était intéressant de revivre tout ça par les mots du journaliste. Dans le prochain épisode, nous parlerons de Pythéas.
À très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point. youtube.com/c/juste une mise au point pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap.blog.